Buongiorno bianconeri et bianconere, j'ai eu peu de temps cette semaine pour vous faire des vidéos, néanmoins on va faire un petit rattrapage et puis si possible demain on fait un live à 18 heures pour parler un peu ensemble de l'actualité. En tout cas cette vidéo elle va être consacrée à un petit résumé des mouvements de mercato déjà faits et éventuellement à venir. Mais tout de suite, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Petit bouton en bas de la vidéo. Si vous activez la cloche, vous serez aussi mis au courant des prochaines vidéos. Et après, vous le savez, like et commentaire, c'est toujours la meilleure façon de soutenir la chaîne, de me motiver moi à faire des vidéos même quand j'ai pas le temps. Et aussi, vous le savez, de rendre la chaîne plus visible. Bref, alors, où en est-on de la Juventus? On s'est quitté avec Massimiliano Allegri qui devait aller en Arabie Saoudite. Néanmoins, il ne s'est pas laissé tenter, on va dire ça, par les offres des Arabes, pas encore. Il a eu des vacances bizarres, hein, Massimiliano Allegri, parce que oui, il était en Côte d'Azur, à Monte Carlo. Il a rencontré donc ses émissaires à Al Hilal, je crois, qui lui proposaient un salaire faramineux. On parle d'une première offre de 20 millions pour 3 ans, donc 20-20-20, puis réenchéri à 30 millions par an pendant 3 ans. Il a dit non, c'est quelque chose qui est confirmé de plusieurs sources. Donc c'est pas un bruit de couloir comme certains pourraient vouloir le croire, comme quoi Massimiliano Allegri aurait mis cette voix, aurait donné ça aux journaux juste pour se faire beau et en mode je reste à la Juventus, c'est pas pour l'argent. Donc non, plusieurs sources journalistiques fiables ont confirmé qu'il y a eu cette offre et il l'a pas accepté à ce jour. C'est possible qu'il le fasse dans les prochains jours. Donc je disais, il a eu des vacances bizarres. Pourquoi? Il a été à Monte Carlo pour ses vacances, il a vu là-bas ses émissaires, après il a été à Coverciano, donner un cours à l'école des entraîneurs, après il a été à Monza pour convaincre Rovelle, pour lui dire qu'il a une place dans la prochaine Juventus, et après il a été à Milan aux funérailles de Silvio Berlusconi. Donc voilà, des vacances assez bizarres pour Massimiliano Allegri, qui à ce jour, malgré nous, reste l'entraîneur de la Juventus. Et donc la Juventus commence à programmer avec lui la prochaine annuité. Donc il a eu une rencontre avec Manna cette semaine où ils ont commencé à parler de mercato. Ça a été plus un compte rendu qu'Imanna lui a fait par rapport aux états de l'art, aux avancées. Et les avancées à ce jour-là sont celles-ci. On a fait une offre à Adrien Rabiot au même salaire qu'aujourd'hui, donc 7 millions, toujours avec Decreto Crescita, pour une seule année. L'histoire est de dire, bien, restons encore ensemble un an. Apparemment, Rabiot serait même disposé à rester, même en cas de non-qualification en Champions League, comme il a été le cas. Il faut juste voir si, à ce moment-là, il a des autres offres, parce qu'on dit toujours, il a du marché, il a du marché. Ben, moi, ça m'étonnerait que la Juventus se permette, entre guillemets, de lui faire une offre aux mêmes conditions économiques si la Juventus savait que Adrien a d'autres offres. À ce jour, s'ils lui ont fait une offre, je pense pas qu'il ait non plus une flopée de clubs qui se sont manifestés à lui. C'est pour ça qu'il écoute cette offre et encore à ce jour où j'enregistre, on attend une nouvelle de sa part. En attendant, la Juventus discute encore avec le Sassuolo pour Frattesi, au même titre qu'ils le font le Milan et l'Inter, parce que Frattesi est considéré comme étant un bijou du football naissant italien. Vous avez vu peut-être sa prestation contre l'Espagne, il a marqué un but, oui, un hors-jeu, et après il a failli en mettre un autre, et c'est juste la grande parade d'Unai Simon qui a fait que le ballon n'est pas rentré. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, la Juventus se prépare éventuellement à la sortie d'Adrien Rabiot et la réponse semble être Frattesi. Personnellement, ça c'est vraiment mon avis, je suis un peu contre le fait de dépenser de l'argent encore dans le système football italien. Moi je voudrais qu'on aille chercher nos joueurs, nos talents à l'étranger, parce que ce système, à part nous pointer du doigt à chaque fois pour le moindre petit écart, et même s'il n'y a pas d'écart, j'ai envie de dire, et puis tous les présidents à chaque fois, personne s'expose pour défendre la Juventus. Le seul qu'il a fait, paradoxalement, c'était Lotito. Et pourquoi? Parce qu'on a découvert quelques semaines après que lui aussi, il a des problèmes avec les plus-values. Il paraîtrait d'ailleurs que
entre Salernitana et Lazio, il y a eu des échanges de joueurs à des prix gonflés pour sauver la Salernitana. Donc voilà, quand on défend la Juve, il y a aussi des intérêts derrière qui sont propres. Bref, j'ai divague, je disais, chercher nos talents à l'étranger. Et justement, une des nouveautés un peu du scouting de la Juventus pour cet été, c'est George Mikautadze qui évolue à Metz. J'avoue, je connais pas la Ligue 1, alors imaginez-vous la Ligue 2, mais il paraît que c'est un attaquant très prometteur. Donc, il y a eu des investigations sur ce côté-là de la Juve pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour s'acquérir ses prestations sportives. Et en attendant aussi, Milik a fait entendre sa voix, a donné une forte confirmation comme quoi il veut rester à la Juventus et les deux clubs, Juventus et Marseille, essayent de faire en sorte que cela arrive. Je vous rappelle que la limite pour activer l'option d'achat pour Milik était au 15 juin, la Juventus l'a dépassé, néanmoins le Marseille propose à ce jour les mêmes conditions économiques. Et sur Arek Milik, il y aurait aussi la Lazio de Sarri qu'il a eu à Napoli, vous vous souviendrez. Eh bien, vu que la volonté du joueur est de rester à Turin, il paraîtrait que les deux clubs soient en train de faire en sorte que cela se réalise. D'ailleurs, il y a eu une photo qui a été prise aux alentours de la Continas avec un gros, vous savez, les camions qui transportent des voitures avec 5-6 voitures de luxe avec la plaque Pologne. J'ai envie de dire, soit il est en train de ramener ses voitures à Turin avec Milik, soit c'est Szczęsny qui est en train de les déplacer. Et oui, parce que Szczęsny, ça fait partie de ces joueurs qui pourraient éventuellement partir. On sait déjà que Cuadrado ne va pas renouveler, ça c'est sûr et certain. Alexandro, ils sont en train de casser son contrat. Szczęsny pourrait partir s'il y a une bonne offre, ce qui libérerait aussi pas mal d'argent en termes de masse salariale. Et je vous rappelle que la Juventus doit, entre guillemets, avoir une réduction de coûts aux alentours entre 100 et 140 millions. Le chiffre ne m'est pas clair. Pourquoi? Parce que les journaux n'arrêtent pas de le changer. Avant c'était 100, maintenant 120, maintenant 140. Bref, il y aurait toute cette masse salariale à dégager, mais pas que de la masse salariale, aussi de la liquidité à faire entrer. C'est-à-dire, ces 40 millions. Ils peuvent être comblés soit par le cash qui va rentrer avec les ventes, soit aussi par la réduction de salaire sur l'année prochaine. Ça, j'ai eu une discussion en privé avec Luca Monblano. En plus, il m'a confirmé que les éventuelles ventes de McKennie, Arthur, Zakaria et Kulusevski vont pouvoir combler ce déficit. À ce sujet, vous voyez beaucoup de news. Hier, on a trouvé le cadre du transfert pour Kulusevski. Je vous rappelle qu'il y a eu un prêt de 10 millions au Tottenham pour l'année précédente et normalement ils auraient pu l'acheter, ils avaient l'obligation de l'acheter si le Tottenham s'était qualifié à la prochaine Champions League. Ça n'a pas été le cas, donc les 35 millions qui étaient dans l'obligation de rachat maintenant sont, disons, périmés. Mais hier, dans la journée d'hier, Juventus et Tottenham se sont mis d'accord pour 30 millions, donc obligation d'achat. 30 plus les 10 de prêt, ça fait qu'on l'a rentabilisé amplement parce qu'on l'avait acheté au Parma, justement 38 millions. Néanmoins, il y a 2-3 ans qui se sont écoulés, donc l'impact à bilan de Kulusevski a été divisé fois 3, enfin il reste un tiers du poids à bilan de Kulusevski, donc c'est une grosse plus-value pour la Juventus. Et cette plus-value est valable pour le fameux régime de 140 millions. Même chose devrait s'appliquer à Zakaria, McKennie et Arthur si toutefois on arrive à les vendre à titre définitif. Si on s'engage avec des prêts, la liquidité des prêts n'irait pas impacter cette cagnotte qu'on doit atteindre de 140 millions. Il faut les vendre à titre définitif. Continuons dans notre lancée, puisque la journée d'hier, comme dit, a été vraiment importante en termes de mercato. On a eu enfin les renouvellements de Huijsen et Nonge de la Next Gen. Donc il me semble que Huijsen c'est jusqu'en 2027 et Nonge 2026, si je ne me trompe pas. Reste à dire que c'est bien des très bons renouvellements, parce que c'est deux joueurs
très en vogue aussi sur le marché. Et puis on continue à les garder dans notre next gen avec une vue privilégiée sur la première équipe si besoin. En parlant de next gen, on a aussi le retour de Claudio Chiellini, oui, le frère de Giorgione, qui retourne dans le projet Next Gen, qui lui-même avait contribué à faire grandir avec les Tognozzi, les Cherubini. Et donc après une expérience au Pisa, il revient à la Juventus. Et pourquoi il revient? Il y a une logique à tout ça, parce que justement Tognozzi est confirmé dans l'équipe scouting et Manna est actuellement, disons, DS, directeur sportif ad interim, tant qu'on n'aura pas l'arrivée de Cristiano Giuntoli. Et alors là, on touche à un autre point capital de la programmation de la Juventus pour cet été, parce que Manna, vous le savez, s'occupe désormais de la partie sportive en termes de vente et achat de nouveaux joueurs, de projets techniques, depuis la mise à zéro du CDA qu'on a eu cet hiver et depuis l'interdiction de travailler qu'on a eu pour Cherubini. Donc Manna, déjà depuis l'hiver, il est opérationnel en tant que DS, mais il a été confirmé dans la fameuse interview de Scanavino il y a quelques mois comme nouveau directeur sportif. Normalement, ça devrait être une charge à intérim, c'est-à-dire que le moment venu, quand Giuntoli se libérera, il sera bien entendu dans la dirigeance, toujours Manna, mais en tant que directeur sportif en plus, sauf que Giuntoli devrait avoir, ça c'est, j'ai lu ça ce matin sur Twitter, la partie vraiment de coordination de l'ère sportif. Donc, je ne sais pas exactement comment il faudra les appeler, DS1, DS2, j'en ai aucune idée. Peut-être que, enfin, c'est sûr qu'effectivement, ça sera Giuntoli, le grand chef de l'ère sportif, mais Manna devrait conserver un rôle important dans la dirigeance, en tout ce qui est peut-être adjoint, directeur sportif, on va l'appeler comme ça. Ça, j'ai lu ce matin chez différents, mais un qui m'a particulièrement frappé, Giacomo Scutiero sur Twitter. Et la question est, quand est-ce que Giuntoli va se libérer? Bien entendu, vous connaissez le personnage, Aurelio De Laurentiis, il ne voit que son périmètre à lui, c'est-à-dire tant que tout est carré chez lui, tant que tout n'est pas carré chez lui, pardon, c'est sûr qu'il ne va pas libérer Giuntoli. Récemment, hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus, le Napoli a officialisé son nouveau entraîneur qui sera donc Rudi Garcia et certains pensent que ça peut être le point de déblocage pour que Giuntoli arrive à la Juventus. Personnellement, je ne le crois pas parce que je regarde l'historique du comportement d'Aurelio De Laurentiis quand il s'est agi de libérer un de ses collaborateurs. Il l'a toujours fait à l'échéance de l'annuité comptable. Donc le contrat de Giuntoli a une échéance comptable au 1er juillet et donc c'est sûr qu'il voudra lui faire réaliser au moins l'année fiscale au complet chez lui. Oui, il est comme ça, le Aurelio De Laurentiis, même quand c'était pour Sarri, c'était la même chose pour le libérer pour qu'il aille au Chelsea. Donc moi je pense plutôt que s'il arrive cet été, Giuntoli, ça sera à partir du 1er juillet. Et bien entendu, il y a toujours un peu le petit mind game, non, le petit Game of Thrones du football. Si on peut faire du mal à une adversaire, et si cet adversaire s'appelle Juventus, on va bien entendu essayer de lui faire le plus de mal possible, bien on ne va pas libérer la ressource tout de suite, parce que bien entendu vous doutez que le travail de Cristiano Giuntoli à la Juventus est dangereux pour le Napoli et pour toutes les autres équipes de Serie A. Donc, pour terminer un peu notre discours, je vais vous parler de l'attaque, parce que on a parlé de Milik rapidement, parce que sur lui, il y a vraiment de nouveautés, et je vais essayer d'aborder le sujet Vlahovic, Chiesa, mais aussi Zaniolo, parce que oui, il y a des bruits de couloir comme quoi Zaniolo voudrait retourner en Italie, ça me semble même assez logique, même s'il n'y avait pas de bruit de couloir, ça me semblerait dans l'ordre des choses. Galatasaray a, je crois, une clause de rachat à hauteur de 35 millions, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que n'importe quel club arrive, met 35 millions sur la table et peut acquérir instantanément Zaniolo. Néanmoins, je pense qu'on va rentrer plutôt en phase
phase de négociation, puisque la valeur marchande à ce jour de Nicolo Zaniolo semble aux alentours des 20-25 millions. Est-ce qu'on le voudrait à la Juventus? Pour moi, personnellement, il y a toujours les mêmes arguments pour et contre qu'il y avait il y a un an quand il est parti, ou 6 mois, quand il est parti à Galatasaray. C'est-à-dire les 2 ligaments croisés et la tête. Apparemment, c'est pas un joueur hyper sérieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de problèmes en national, mais aussi à la Roma, qui a décidé de le vendre dans un mercato où en fait ils y avaient rien à gagner à le vendre. Donc ils l'ont vendu au rabais, hein, ils l'ont bradé. Et ben moi ça m'inquiète en fait. Est-ce qu'à la Juve il pourrait retrouver un état d'esprit bon pour un joueur pro? Dans cette Juve j'ai franchement un gros doute, parce que déjà la Juve elle est bancale elle-même en ce moment. Aller se mettre une autre graine dans le vestiaire comme Nicolo Zaniolo, je trouve ça hyper touchy dans une été pareille. Si avec l'arrivée de Giuntoli, on arrive enfin à avoir un corps dirigeant solide et qui donne une vraie empreinte solide à la société, qui se répercute aussi chez l'entraîneur et chez les joueurs, on pourrait éventuellement en parler dans un an ou deux. En tout cas, pour moi, en ce moment, Zaniolo, ça serait un gros non. Vlahovic et Chiesa. On a lu que Chiesa demanderait éventuellement une hausse des salaires aux alentours de 8 millions pour être, disons, à égalité avec les grosses stars du vestiaire. Et là, pour grosses stars, on entend Vlahovic et Adrien Rabiot. Moi, personnellement, cette news qu'on a eue hier sur Gazzetta dello Sport, ça m'étonnerait fortement, parce que ça colle juste pas avec le personnage qu'on connaît de Federico Chiesa. Souvenez-vous, il y a quelques mois, dans une interview, alors qu'il venait de rentrer, 2-3 mois après son premier pied mis sur le terrain, je me souviens, c'était le retour de Juve PSG, eh bien, il s'excusait parce qu'il n'était pas encore au top de la forme, etc., etc. Un joueur qui démontre cet état d'esprit humble et qui plus est, a vraiment conscience que la Juve l'a épaulé pendant un an de reprise à marché, plus encore 6 mois, voire encore une autre année, pour commencer à être l'ombre du Federico Chiesa qu'on connaissait. Moi, ça m'étonnerait fortement que le Gus, il se pointe à la Continassa pour demander une augmentation de salaire. Aujourd'hui, il est à 5, je vous rappelle, pour passer à 8. Ça colle juste pas avec ce qu'on connaît de Federico Chiesa. Moi, je pense plutôt qu'il y a un discours du genre. Quand on a signé à 5 millions, on avait eu un accord verbal pour que le renouvellement soit à hauteur de 8 millions. Voyons comment ça se passe cette année et si il y a renouvellement à faire, parce que je vous rappelle que le contrat de Federico Chiesa, il est encore pendant 2 ans, donc c'est maintenant, c'est cette année, pendant cette année, les prochains 12 mois, qu'il faut le renouveler, sinon à la prochaine session de mercato, il va être à 1 an d'échange de contrat et donc le prix va être forcément plus bas. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc je pense que le discours, même de la part de Federico, de ses agents et son père, est de dire, vu qu'on avait dit au début que le prochain renouvellement aurait été aux alentours des 8 millions, voyons comment ça se passe ces premiers mois de cette nouvelle année et après nous ferons le renouvellement à ce moment-là à 8 millions. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté tout de suite d'aller sur les 8 millions. Ça colle juste pas avec ce qu'on connaît de Federico Chiesa. Concernant Dusan Vlahovic, je sais que beaucoup d'entre vous, et je suis peut-être le premier de la file, ne voudraient pas le voir partir. Néanmoins, si la Juventus a vraiment besoin de le monétiser, moi je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous préféreriez vendre Dusan Vlahovic, Federico Chiesa ou Gleison Bremer? C'est ça la question, parce que c'est les 3 joueurs les plus connus, les plus recherchés sur le marché et qui pourraient apporter une liquidité immédiate dans les caisses du Juventus. Pour ma part, si vous me posez la question sur ces 3 joueurs, moi je vous dis
Vlahovic. Vous savez pourquoi? Parce que dès le début, il y a 1 an et demi, quand il est venu dans ce mercato d'hiver très enflammé, où on prenait Dusan Vlahovic et Denis Zakaria, vous vous souvenez, et que tout de suite après, ils ont marqué tous les deux dans le 2-1 contre Verona à la rentrée. J'ai dit, dès le début, on savait que pour Dusan Vlahovic, de toute façon, la Juventus n'aurait été qu'un step intermédiaire, c'est-à-dire aller dans le top club italien, parce que je considère que la Juventus est encore un top club italien s'il ne s'arrête que pour la renommée, et ensuite migrer vers des autres horizons. On le savait déjà que ça aurait été un délict bis, donc quitte à reconstruire une nouvelle Juventus, ça pourrait valoir la peine de vendre Vlahovic au lieu de se passer de joueurs beaucoup plus centraux en termes de mentalité et d'amour vers ce maillot que nous aimons tous, comme Federico Chiesa, et d'un joueur qui est solide défensivement, comme Gleison Bremer. Maintenant, pour le remplacer en attaque, on peut se dire soit on reste avec Milik et Ken, soit Giovanni Albanese hier nous parlait de l'option Pulisic. Et oui, on dit Pulisic parce que lui, vu qu'il a grandi en Amérique, aux États-Unis, il a toujours prononcé Pulisic. Après, vous allez me dire que je prononce tous les noms de joueurs bizarrement, Vlahovic, Pulisic, mais c'est juste parce que j'aime bien prononcer les prénoms avec l'origine qu'il leur est donnée par les joueurs eux-mêmes, en fait. Bref, ça fait 21 minutes 30 que je parle, donc cette vidéo rattrapage a duré bonbon. J'espère que ça vous va et j'espère que ça vous a pas trop manqué nos rendez-vous. Avant, je faisais 3 vidéos par semaine. En ce moment, ça va plutôt, je pense, tourner à 1 vidéo par semaine, au moins cette semaine et peut-être la prochaine, et on verra comment on s'organise pour le reste de l'été. En attendant, je vous remercie toujours de votre écoute. N'oubliez pas, like et commentaire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce moment de reconstruction de la Juventus. Je vous dis à bientôt et fino alla fine, forza Juve. Ciao les amis.